Yes. Bonsoir à toutes et à tous. Merci d'être avec nous. On est ensemble de 18h à 19h pour répondre à vos questions. Et pour cela, deux notaires sont présents. Maître Florence Pouzinc. Bonjour Florence. Bonjour, bonsoir. Et absolument. Et à cette heure-là, on dit bonsoir. Pardon. Et donc, Maître Dominique André. Dominique, bonsoir. Bonsoir Patrick et bonsoir à toutes et tous. Alors, c'est pas un scoop, hein, bientôt c'est Noël. Vous avez vu que les enfants souvent choisissent des personnages dans des panoplies de BD, de héros, etc., etc. Mais ça c'est pour les petits, les plus grands, et puis bien évidemment les parents et les grands-parents. Ce qui les intéresse davantage dans la liste des cadeaux, c'est la panoplie des donations. Alors, c'est de cela dont nous allons essentiellement parler. Et la première question que je voulais poser donc à Florence, c'est tout d'abord de savoir s'il existe une donation ou s'il en existe plusieurs. Alors, il existe plusieurs types de donations. En fait, on peut faire des donations de tas de choses, que ce soit des donations de sommes d'argent, ce qui, en général, à Noël fait toujours plaisir, mais qui peuvent être des simples présents d'usage. Mais compte tenu de la fortune des personnes qui mettent à disposition des sommes d'argent, c'est classé dans des cadres de donation ou classé dans les cadres de présent d'usage. On peut faire des donations de biens immobiliers, on peut faire des donations de voitures, on peut faire des donations de crypto-monnaies, ce qui est assez intéressant parce que ça commence à être de plus en plus à l'ordre du jour. Et on peut faire des donations de biens mobiliers, on peut faire des donations de chevaux de course, on peut faire des donations de tout ce qu'on veut à partir du moment où, dans cette donation, on a la volonté de transmettre quelque chose sans contrepartie et avec une vraie intention de donner. Voilà. Donc effectivement, on peut presque tout donner, ce que vous nous dites. Donc Dominique, si on peut presque tout donner, lorsque l'on donne à ses enfants, à ses petits-enfants, à son conjoint, peut-être même aussi à des tierces personnes. Est-ce que ça a les mêmes conséquences? Est-ce que ça veut dire qu'il y a une neutralité à tout point de vue là-dessus? Ouais, en fait, il y a deux aspects. D'abord, une donation, c'est irrévocable de principe, hein, c'est important. Donner, c'est donner, reprendre, c'est voler, nous dit l'adage de cours d'école. En droit, on a un autre adage, c'est donner et retenir ne vaut. Donc ça, c'est quand même très important. Donner, ça a des conséquences en droit fiscal et en droit civil. En droit fiscal, il y a une imposition au-delà de certains seuils et selon la nature des biens, avec certaines exonérations qui peuvent exister. Le grand principe, c'est qu'il y a un abattement, une franchise d'impôt selon le lien de filiation et puis après un impôt progressif. En matière civile, il ne faut pas oublier qu'une donation, c'est une avance de part successorale de principe. C'est que quand on transmet à nos héritiers, ils sont censés déjà avoir une partie de notre patrimoine et au décès, ça va engendrer des comptes. Voilà, ça c'est à l'égard des héritiers parce qu'on peut aussi donner à l'égard d'autres personnes, un filleul qui n'est pas notre héritier. Et s'il n'a pas de lien de filiation, par contre, la fiscalité peut être très importante. Voilà, donc oui, on peut donner à toute personne, mais cela va engendrer des comptes en droit civil et ça peut avoir une incidence en droit fiscal. Ça a une incidence d'ailleurs en droit fiscal selon la valeur des dons, mais comme le disait très bien Florence, les présents d'usage, eux, ne sont ni fiscalisés et ils ne répondent pas non plus à ces opérations de rapport et de réunion fictive au moment du décès. Alors c'est intéressant cette notion de présent d'usage ou peut-être de cadeau d'usage. Quelle est la différence avec une donation? Parce qu'on a l'impression que c'est à peu près la même chose. En tout cas, l'intention semble identique, Florence. L'intention est identique, simplement la qualification d'un présent d'usage, c'est une donation, mais c'est une donation qui n'est pas fiscalisée. Voilà, et qu'on n'a pas besoin de déclarer auprès de l'administration fiscale. En fait, toutes les donations se déclarent auprès de l'administration fiscale. Comme le disait très bien mon confrère, on fait des comptes à la fin et quelquefois, pour nous notaires, c'est assez… c'est pas le compte qui est difficile, c'est la psychologie du compte qui est compliquée. Parce que parfois, les gens donnent en se disant j'ai juste donné ça à mes enfants, mais à ma fille ou à mon fils, mais en fait, c'était simplement ah non, j'ai rien fait de mal. Il en avait besoin, etc. Donc, la notion de présent d'usage, c'est de se dire, par rapport à mon patrimoine, qu'est-ce que je peux donner sans avoir à être… sans qu'on puisse me dire que ça a été trop par rapport à ce que j'avais dans mon patrimoine et ce qui va désavantager les autres enfants. En fait, voilà. Il y a une notion de modicité, en fait. C'est modique par rapport au patrimoine.
Évidemment, d'une famille à l'autre, ce ne sera pas toujours, et ça peut sembler choquant et parfois injuste, mais c'est un présent d'usage, ce ne sera pas la même chose pour quelqu'un qui, il faut souhaiter, va émarger à 50 000 € par mois, mais c'est quand même relativement rare, avec une personne qui va avoir difficilement 1 500 €, toute sa famille et ses 5 enfants. Ça ne peut pas être la même chose. Voilà, soyez riches, on peut donner davantage. Présent d'usage, il ne faut pas non plus. Oui, enfin, et effectivement, l'administration fiscale veille aussi. Alors, on a une première question de Reynald qui nous dit, et qui vous pose cette question dans le cadre d'un achat immobilier. Alors, la question est en train d'apparaître à l'écran, donc je la lis en même temps que vous. Alors, dans le cadre d'un achat immobilier, quel est le plus simple pour que mon épouse bénéficie de ce bien au cas où il m'arriverait quelque chose, sachant que mon épouse est sans emploi? Et une petite précision, il n'existe pas de contrat de mariage dans notre union. Alors, quelle solution, Florence et Dominique, en alternance? Florence, Ok, très bien, avec plaisir. En fait, comme vous êtes marié sans contrat de mariage, si vous êtes français et que vous êtes marié en France et que votre résidence est en France, vous êtes marié sous le régime de la communauté de biens réduite aux acquis. Ce qui signifie que si vous achetez un bien immobilier, que votre épouse gagne ou pas d'argent, ce bien va tomber dans la communauté, peu importe qu'elle finance ou pas, la moitié de ce bien va lui appartenir. Donc, si vous arrive quelque chose, on va dire le pire des cas, c'est vous décédez, votre épouse sera propriétaire de la moitié. En revanche, sur l'autre moitié, en fonction de savoir si vous avez des enfants, pas d'enfants, si vous avez des parents, là, il va falloir avoir organisé un transfert, une transmission de patrimoine de votre vivant en cas de décès. Et c'est souvent ce dont on parle, c'est la donation entre époux, la donation dernier vivant. C'est comme ça que souvent les gens la nomment. Et cette donation va permettre au conjoint de bénéficier de la jouissance du bien sa vie durant, quelle que soit votre famille. Que ce soit une famille recomposée, pas recomposée, votre conjoint, à partir du moment où vous avez une donation entre époux, ou si vous faites un testament dans lequel vous déclarez donner l'usufruit de la jouissance du bien à votre conjoint, il n'y aura pas de souci. En plus, la loi, depuis récemment, permet au conjoint d'avoir un droit viager sur le logement. Dans tous les cas, si c'est votre résidence principale que vous achetez ce bien immobilier, que ça constitue votre résidence principale, le logement de la famille, votre conjoint non seulement en aura la moitié parce que vous êtes marié sous le régime de la communauté, mais au moment de votre décès, votre conjoint bénéficiera de la possibilité de rester, dans tous les cas, dans la maison et de pouvoir garder son cadre de vie normal. Là, ça concerne les conjoints mariés, on est bien d'accord. Oui. Parce que c'est vrai que conjoint, normalement, c'est marié, mais… Oui, pardon. Non, mais absolument. Donc, conjoint marié. Dominique, une précision là-dessus? Oui, non, alors effectivement, quand on est marié, on devient héritier l'un de l'autre, même d'ailleurs quand on a des enfants. Après, on est un héritier avec les enfants, et donc si on veut protéger son conjoint et au-delà, effectivement, comme le disait fort bien Florence, il faut prendre des mesures, donation entre époux, testament, pour augmenter les droits de son conjoint, mais en sachant que ce qui va basculer sur la tête du conjoint, ça ira à ses propres héritiers à son décès. Donc, il faut aussi savoir si, en famille recomposée, ce sont les mêmes enfants, pas les mêmes enfants. Est-ce qu'il ne faut pas adopter les enfants de son conjoint? Dans certains cas, ça peut être judicieux. Il y a pas mal de questions à se poser avec les notaires et ne pas hésiter à pousser la porte des offices pour avoir des bons conseils en la matière. Je crois que ça, c'est important. Quand on est pacsé, d'ailleurs, on n'est pas héritier l'un de l'autre, par contre. On a une fiscalité avantageuse parce que comme les époux, on est exonéré de droits de succession, c'est important. Pas de donation d'ailleurs, mais de succession. Par contre, on n'est pas héritier, il faut veiller à protéger son conjoint copartenaire avec un testament. Parfait. Alors, il y a Raphaël qui nous pose une question tout à fait pertinente. Est-ce que notre entretien, notre débat porte uniquement sur les dons? Raphaël, non, mais principalement sur les dons. Mais j'en profite d'ailleurs pour rappeler que la semaine prochaine, il y a la Semaine nationale de l'immobilier et donc 2 conférences du même acabit fait par les notaires sur, bien évidemment, l'immobilier, le mercredi 15 et le jeudi 16, de 17h à 18h. Alors, Raphaël, vous avez rendez-vous, mais bien sûr, tous ceux qui nous écoutent et qui nous regardent peuvent principalement poser des questions, pourront principalement poser des questions sur l'immobilier. Alors, une question de Robert qui nous dit « Je souhaite donner la nue propriété de biens immobiliers à mes enfants. Soit je reste dans la limite des abattements, soit je vais plus loin. Au vu des propositions des candidats à l'élection présidentielle, continue de rester dans la limite des abattements en espérant les promesses des candidats. » C'est un peu compliqué, là, la question que vous posez, Robert. Donc,
je ne sais pas qui va être président de la République. Et peut-être reparler de la notion de nue propriété donnée aux enfants et les limites des abattements. C'est quoi aujourd'hui? Que se passe-t-il? Florence ou Dominique, pas les deux en même temps, simplement. Oui. Comme tu veux, Dominique, sinon je viens. Donc, juste, ça me vient comme ça une idée, mais effectivement, la fiscalité, il faut savoir qu'une donation présente 4 grands intérêts majeurs en matière de fiscalité, parce que finalement, donner, c'est comme transmettre en cas de décès, on paye un peu le même type d'impôt, on a une franchise d'impôt qui est de 100 000 € par parent par enfant, et l'impôt est progressif après. Alors on se dit, mais alors pourquoi donner, puisque c'est le même impôt qu'en matière de succession. En fait, il y a 4 avantages cardinaux à savoir. Enfin, moi, j'oblige un peu mes stagiaires à avoir ça vraiment présent à l'esprit. Premier avantage, c'est qu'on remet les compteurs à zéro en matière de donation, ce qui n'est pas le cas en matière de succession. Donc, si on s'y prend suffisamment tôt dans sa vie, on peut transmettre plusieurs fois 100 000 € en utilisant 100 000 €, que ce soit des sommes d'argent, que ce soit un pourcentage de biens immobiliers, que ce soit de la pleine propriété, de l'indivision, de l'usufruit, de la nue propriété. Premier avantage, si j'anticipe, je peux avoir droit à plusieurs fois mon abattement de 100 000, en sachant que les abattements, depuis que M. Hollande a été élu, c'est 100 000 € tous les 15 ans. Deuxième avantage, je paye l'impôt sur ce que je transmets. Soit je décède et j'ai rien transmis, mes enfants paieront des impôts sur le tout. Soit j'ai anticipé, j'ai transmis de la nue propriété. La nue propriété, c'est une partie de la propriété. La base est plus faible, donc l'impôt sera plus faible. Et quand l'usufruit s'éteint, il n'y a pas d'impôt. Deuxième immense avantage, plus je fais ça tôt, plus mon usufruit a de valeur, moins il y aura d'impôt parce que la base sera faible. Troisième avantage, je paye souvent les impôts. Je vais payer si je fais ma donation à la place de mes enfants. C'est un avantage complémentaire que je leur octroie qui ne sera pas fiscalisé. Dernier avantage, le fait générateur de l'impôt, je paye mes impôts en matière de donation tout de suite sur un bien qui a une valeur tout de suite et pas sur un bien qui a une valeur au décès. Or, le marché immobilier, de façon générale, est toujours haussier. On ne voit pas trop comment ça va changer d'ailleurs. Et donc, il vaut mieux payer de l'impôt sur une base plus faible aujourd'hui, sur une base plus forte plus tard. Voilà, mais pour c'est parfaitement résumé. Exceptionnel. Donc, 4 avantages. Rien d'autre à ajouter, Florence, là-dessus? Non, pas du tout. Au contraire, je suis tout à fait d'accord. Et c'est vrai que l'avantage de se dire on transmet sur une base beaucoup plus faible, et plus on anticipe et plus on transfère de l'argent sans impôt. Donc, ça permet aussi de… On râle tout le temps en disant en France, on est très fiscalisé, etc. Mais il y a des moyens, il y a des outils qui nous permettent d'amoindrir cette fiscalité. Et ce que disait Dominique tout à l'heure en disant quand les donateurs payent l'impôt pour les enfants, ce n'est pas considéré comme une donation complémentaire, contrairement à l'Allemagne. Si le donateur paye l'impôt pour les donataires, il est fiscalisé parce qu'il a payé quelque chose qu'un donateur a reçu. Donc, et certes, la France est très fiscalisée, on aimerait qu'elle le soit moins, mais on a des outils qui nous permettent, si on anticipe, comme l'a très justement dit Dominique, d'amoindrir cette fiscalité. Voilà. Et si je peux me permettre un ajustement politique, bien sûr, bien sûr. Au fond, ce n'est pas tant la pression fiscale, moi, que je trouve, enfin, je pense qu'on partage tous, ça, les notaires, qui est ce qu'elle est, que l'instabilité fiscale. Parce que c'est compliqué, effectivement, de construire et de faire des choses quand on ne sait pas de quoi. C'est un peu ce que disait l'auditeur et l'intervenant. Voilà, effectivement, on peut dire que les promesses n'engagent que ceux qui y croient. Mais effectivement, il y a 2 grandes tendances de fond, ceux qui veulent alléger l'impôt, au contraire, ceux qui veulent l'alourdir. On peut pas. Et c'est compliqué de construire sur ces bases-là. Alors maintenant, il y a une certaine stabilité en matière de donation, puisque depuis que M. Hollande a été élu, c'est 100 000 € d'abattement par parent par enfant tous les 15 ans, et ça n'a pas bougé depuis. C'est dommage. Là, ça bougera peut-être. Non. Il nous a baissé. Prochaine, absolument. Il nous a rallongé la durée, il nous a baissé l'abattement, ce qui est un petit peu dommage. Après, avant la loi TEPA du 21 août 2007, c'est il n'y a pas si longtemps que ça, c'était 50 000 € d'abattement par parent par enfant et remise des compteurs à zéro tous les 10 ans. M. Sarkozy l'a fait passer à 150 000 tous les 6 ans, mais lui-même l'a fait passer à 10 ans d'ailleurs. M. Hollande a rebaissé l'abattement et c'est 15 ans. Alors, une question de Véronique. En qualité d'héritière dans un dossier de succession, le notaire refuse de verser les liquidités importantes selon la dévolution successorale avant la clôture du dossier. Est-ce que c'est normal? Est-ce qu'il y a des recours? Alors, Florence, c'est normal ou non? Un vilain notaire ou c'est un notaire normal? Alors, je ne me permettrai pas de dire si c'est bien ou pas bien. En fait, je ne connais pas le dossier. Donc, je pense qu'on est à la disposition de cette personne. Enfin, la Chambre lui donnera les renseignements. Il n'y a pas de normal ou pas normal. Ça dépend du dossier. On ne va pas…
je veux dire, je ne vais pas transmettre des liquidités si les héritiers ne s'entendent pas, même si j'ai ma dévolution successorale. Je veux dire, à partir du moment où j'ai des héritiers qui ne s'entendent pas, certes, je vais faire pas du blocage, mais je vais attendre que les gens soient d'accord pour remettre de l'argent aux héritiers. Mais il n'y a pas de normal ou pas normal. Il faut voir le contexte du dossier, sauf si Dominique… Non, je suis tout à fait d'accord. Soit il y a un accord, soit il n'y a pas d'accord. Donc très souvent, quand le notaire ne fait pas, l'argent ne lui appartient pas. Donc le notaire, ce n'est pas à lui de juger, ce n'est pas un magistrat, ce n'est pas à lui de décider de ce qu'il doit être. Il doit l'expliquer aux parties d'en convenir dans le cadre d'une convention. Et si l'un des indivisaires s'y refuse, même s'il a 1%, ça bloque les fonds. Alors, il y a des recours judiciaires, mais le notaire n'est pas un magistrat. Il n'a pas à trancher les points de désaccord entre les héritiers. Par contre, il peut favoriser un accord. On peut concilier, on peut médier, on peut faire des choses, c'est certain. Mais pourquoi ? Parce que dans une indivision, il y a des comptes à faire. Et que si un indivisaire a avancé des fonds, il a droit à récupérer ses fonds. Et si inversement, il a encaissé des sommes indivises, il doit les restituer. Donc, le principe est une répartition à proportion des droits, certes, mais avec tous les comptes à opérer et des comptes qui s'effectuent, par exemple, sur des donations qui ont 15 ans, qu'il faut rapporter et réunir à la masse. Si j'ai 2 enfants et si j'ai une fille qui a eu une maison et que mon fils n'a rien eu et qu'il reste un appartement dans ma succession, c'est peut-être le fils qui va garder l'appartement parce qu'on va rapporter la maison. Mais ça, il faut faire ce compte parce que, comme ça, in abstracto, enfin, sans faire ce compte-là, on a l'impression que ça se répartit moitié-moitié le dernier bien. Mais ce n'est pas le cas. Et c'est une globalité, c'est pas parce que vous avez des liquidités, on ne traite pas les biens en fonction de leur nature, on traite une universalité de la succession. Donc, ce n'est pas parce qu'on a des liquidités qu'on va remettre aux héritiers l'ensemble des fonds. On a une succession à régler qui comprend des liquidités, des biens immobiliers, des œuvres d'art, de la crypto-monnaie, n'importe quoi. Et c'est au vu de ces éléments-là et au vu du passif et au vu éventuellement de ce que des indivisaires ont pu faire ou régler pour le compte de l'indivision qu'on va pouvoir remettre les fonds éventuels. Parfait. Frédéric nous dit, voilà les faits, une SARL de famille avec mon époux et mes 2 enfants mineurs, 2 ados. Les statuts de la SARL ont été signés par les parents pour les mineurs. Seuls les 2 parents sont caution du prêt immobilier. Le notaire du vendeur refuse notre montage car il estime que les statuts de la SARL auraient dû être signés par un juge des tutelles. Alors, difficile ? C'est pareil, ça dépend des circonstances. Ça dépend des circonstances. Je pense que le confrère notaire du vendeur ne refuse pas de signer parce qu'il y a le juge des tutelles n'est pas intervenu dans la constitution de la société, mais peut-être bloque parce que le prêt n'a pas été autorisé par le juge des tutelles. C'est possible, je ne sais pas, je ne connais pas les circonstances. C'est ça, il faudrait regarder comment les statuts sont rédigés. Le principe, c'est qu'une SARL, normalement, elle protège les enfants mineurs qui vont apporter leurs capitaux. Donc, théoriquement, là, il faudrait reprendre un peu les ouvrages. Il ne faut pas hésiter à aller voir un confrère qui va se… Mais je pense que cette dame, si ce n'est pas son notaire, elle doit avoir son propre notaire qui doit être en mesure d'argumenter par rapport à ce montage qui, théoriquement, doit être viable. Enfin, c'est vrai qu'il y a eu très longtemps tout un débat, notamment en matière de SCI, plutôt, puisque dans les SCI, les associés sont engagés indéfiniment, donc il peut y avoir un risque pour l'enfant mineur. Sur des SARL, théoriquement, il n'y en a pas. Alors, voilà. Après, il y a d'autres sociétés commerciales où, d'ailleurs, c'est possible pour un mineur d'être commerçant dans une SNC ou des choses comme ça c'est certain. Donc, c'est un cas d'espèce qu'il faut analyser. Si un confrère, si un notaire commence à dire, voilà, j'estime qu'il y a un risque, ça doit bien sûr être exposé. Donc, il y a une raison. Voilà, donc il faut bien rentrer dans les détails. Effectivement, on ne peut pas donner une solution générale. Il faut vraiment faire du… Sans compter que l'administration légale a été réformée récemment. Donc, il faudrait regarder quand les statuts ont été signés. C'est souvent les banques qui bloquent, en fait, plutôt que les notaires. C'est plutôt la banque qui va bloquer pour faire le financement parce qu'il y a des mineurs. Et justement, comme les mineurs sont protégés dans les SARL, souvent la banque ne va pas accepter de faire le financement. Donc, ce serait bien de revoir le contexte du dossier. Alors, Carole vous dit, j'ai fait donation de ma maison à mes enfants et conservé l'usufruit. Ils vivent tous les 2 hors d'Europe. Quelles seront les implications s'ils souhaitent vendre la maison au décès de Carole ?
Les implications, c'est quoi les implications fiscales, les implications civiles Alors, les implications juridiques, il n'y en aura pas parce que de toute façon, ils seront, le jour où elle va décéder, on appliquera la loi française, ils viendront comme héritiers, leur maman étant en France, les liens en France, il n'y a pas de souci là-dessus. En revanche, au niveau de la fiscalité et éventuellement des plus-values éventuelles qui pourraient être dues, puisqu'ils ont reçu la nue propriété, le jour où ils vont vendre, si ils ne rentrent pas dans les cadres, parce que ce sont des résidents non résidents fiscaux, là, il y aura une fiscalité qui leur sera appliquée et en fonction du pays où ils habitent et en fonction de la convention bilatérale qui sera signée entre la France et le pays dont ils dépendent. Donc, voilà. Au niveau de la succession, ils peuvent également être impactés sur les droits. C'est possible parce que s'il n'y a pas de convention fiscale entre la France et le pays dont ils dépendent, il peut y avoir une double fiscalité. Et en fait, cette double fiscalité, soit s'annule, soit s'impute, soit il y a une double liquidation des droits. Donc, il faut vraiment il faut faire une analyse en amont pour vérifier effectivement le pays dans lequel ils sont situés et la convention fiscale qui existera au moment du décès. Toujours regarder la convention fiscale. S'il n'existe pas, effectivement, il peut y avoir une double taxation avec une imputation, mais pas toujours. Il faut faire attention selon l'ordre et puis les donations où elles sont faites en premier, notamment avec la Suisse. Moi, j'ai eu un cas particulier qui était, il faut vraiment y veiller, il faut regarder, il y a des textes assez délicats en la matière, chaque situation est différente, et peut-être que la personne qui est intervenue évoquait aussi certains États qui se réservent la capacité à taxer une plus-value dans des États étrangers. Et nous, on n'en a pas forcément connaissance. Maintenant, assez systématiquement, quand on a des résidents étrangers, on leur recommande de se rapprocher d'un confrère ou d'une consoeur de cet État pour déterminer dans quelle mesure il n'y aurait quand même pas cette plus-value sur place aussi à quitter. Parce que je crois qu'on a eu des cas avec la Suède notamment, où un bien d'un résident suédois vendu en France engendre une fiscalité en matière de plus-value en Suède. De même, quand on fait des donations, il faut faire attention si le donataire, en fonction du lieu de situation du donateur, du lieu de situation du bien qu'on donne, etc. Là, pareil, il faut regarder les conventions fiscales parce qu'aujourd'hui, on a énormément de personnes qui vivent à l'étranger, d'enfants qui partent à l'étranger s'installer. Alors, s'ils restent sur le régime fiscal de leurs parents parce qu'ils sont partis faire leurs études, pas de problème. Mais il faut faire très attention au moment des donations également. Il faut être vigilant. Et même si, d'ailleurs, les personnes donateurs comme donataires sont partis à l'étranger, ont transféré leur patrimoine à l'étranger, c'est idiot ce que je dis parce que sinon on ne sera pas en France, donc il reste quelque chose en France, mais qui sont à l'étranger, même s'ils ne sont plus résidents français, alors qu'ils ont été résidents français dans certains cas, on peut avoir il y a des délais, je ne sais plus si c'est 6 ans, 10 ans, de résidence antérieure en France, ça peut avoir des incidences fiscales en France. Donc à chaque cas, il faut faire du sur-mesure en la matière, mais on est là pour ça. Alors, une autre question. Mon épouse est bénéficiaire du bien qu'elle a en usufruit suite à la donation entre époux. Comment doit-elle procéder pour vendre ce bien si elle veut un bien plus petit, par exemple? Et je continue de lire, sachant que nous avons un enfant chacun de nos unions précédentes. Est-ce que c'est clair ou est-ce que je reformule? Ça va, Florence? Non, je vais laisser la parole à Denis, j'ai l'impression de perdre toujours la parole, je suis désolée. Non, du tout. En fait, le principe, c'est parce que là, je comprends que le couple est, heureusement, d'ailleurs, ils sont là tous les deux. Donc, monsieur a dû prendre des mesures en usufruit en faveur de son épouse. Il y a des enfants de différentes unions. Donc, l'épouse étant mariée va avoir l'usufruit du tout, y compris de ce bien-là. Elle ne pourra pas vendre, ou plutôt, elle pourra vendre son usufruit, mais pas tout le bien. Donc, il faudra un accord avec l'enfant pour que l'ensemble des deux droits soient vendus ensemble. Et deux principes, c'est le principe, chacun va récupérer la valeur de son droit, car un droit d'usufruit qui est un droit de jouissance et au flux de revenus, on peut le capitaliser. Une valeur capitalistique, c'est tellement vrai que d'ailleurs au moment d'un héritage, son usufruit il est évalué en fonction de son âge, et là-dessus, on paye un impôt. Alors quand on est marié, il n'y a plus d'impôt, c'est vrai. Quand on est pacsé, il n'y a plus d'impôt. Quand on est concubin, il y a des impôts. Donc on évalue l'usufruit, on évalue la nue propriété, chacun paye des impôts sur son droit. Et plus on est âgé, moins l'usufruit a de valeur. Donc l'administration fiscale découpe la vie des gens en tranches de 10 ans en matière de donation et succession. Une personne à 85 ans a un usufruit fiscal qui vaut 20% de la valeur d'un bien. On a un bien de 500 000 €, une épouse qui a un usufruit à 85 ans, fiscalement, et ou économiquement, mais ce n'est pas tout à fait vrai, l'usufruit a une valeur de 20% de 500 000, soit 100 000. Et donc, la nue propriété, 400 000.
Mais ça veut dire que l'enfant va vendre sa nue propriété pour 400 000, toucher 400 000, et l'époux vendre son usufruit pour 100 000 et toucher 100 000. Mais ça, c'est à condition que tout le monde soit d'accord. Parce que moi, si je veux acheter un bien, je ne vais pas acheter que l'usufruit ou que la nue propriété. Donc, nécessairement, il va falloir un accord pour vendre. Et ça, il n'y a pas d'indivision. On ne peut pas provoquer un partage en la matière. Maintenant, pourquoi un enfant irait-il s'opposer à cela? Le vrai problème, c'est que le conjoint a parfois besoin de se reloger. Donc, la bonne pratique, c'est ce qu'on recommande en tant que notaire, c'est de réinvestir le produit de la vente dans les mêmes proportions, usufruit, nue propriété sur un nouveau bien, on parle de subrogation, quitte à ce qu'on rajoute un peu de sous ou pas par rapport à ce bien-là. En principe, ça se passe bien, il n'y a pas de raison de… Quand on craint que l'enfant s'oppose, on peut imaginer intercaler une société civile immobilière, où là, on pourrait transmettre l'usufruit des parts sociales en conservant la capacité à vendre le bien en étant associé en usufruit et à réinvestir le prix. C'est la société qui, en fait, vendrait les biens et les rachèterait, et les parts sociales seraient toujours détenues en usufruit des propriétés. Ça présente de nombreux avantages, y compris d'ailleurs quand on a demandé un paiement différé des impôts dans le temps, parce qu'il faut savoir que quand on hérite de la nue propriété, on ne touche pas ces fonds, donc l'administration fiscale tolère qu'on paye les impôts qu'au décès du deuxième. Voilà, le montage SCI, là, évite une déchéance du crédit. On s'est un peu sophistiqué, il ne faut pas hésiter là encore à pousser la porte des études pour qu'on explique tout ça et qu'on travaille des montages intéressants. Question de Chantal. Dans le cadre de donation de sommes d'argent, donc elle évoque la somme de 31 865 €, c'est ça par parent et par enfant, à déclarer par le bénéficiaire. Si nous ne donnons pas la même somme à chacun, parce qu'ils n'ont pas les mêmes besoins, est-ce indispensable de faire une donation partage? Que se passera-t-il lors de la succession? C'est intéressant, ça. On va peut-être revenir aussi sur donation partage, donation simple, les différences, etc. Je ne sais pas. Ou Florence ou Dominique, les deux notaires peuvent répondre. Bon, on va répondre ensemble, mais sur le principe, on peut donner ce qu'on veut dans la limite de 31 865 €. Vous pouvez donner que 20 000, vous pouvez donner 15 000. On peut faire des donations partage inégalitaires pour figer les valeurs. Ça figera la valeur, c'est-à-dire que la donation partage permettra, contrairement à une donation simple, de ne pas avoir à rapporter, à refaire des calculs au moment où il y aura un décès. Donc, si on donne, même si on ne donne pas la même chose, il y a un intérêt à faire une donation partage. Elle sera inégalitaire, mais elle permettra de figer les valeurs. C'est-à-dire que si les enfants, il y en a un à qui on donne 20 000 et qui part faire un voyage, l'autre qui achète de la crypto-monnaie qui se transforme en 400 000 €, chacun sera supposé avoir reçu 20 000 € et non pas l'un 20 000 et l'autre 400 000. Donc, il n'y aura pas à rapporter. Il y a toujours un intérêt à faire une donation partage, quand bien même elle serait inégalitaire. C'est pas bizarre. En fait, ce qui est compliqué, c'est de répondre comme ça à une question parce que je veux dire, en une heure, on ne peut pas faire quelque part exposer tous ces mécaniques de rapport et de réduction. Mais j'essayais de l'exposer tout à l'heure, mais quand on donne de son vivant des biens à ses enfants, par essence, c'est censé être une avance de part successorale et ça ne rompt pas l'égalité. Or, le Code civil est irrigué par un principe d'égalité entre les enfants. Donc, quand on a avantagé un de ses enfants, le jour du décès, il doit rapporter la somme pour ce qu'elle est devenue. Si on n'a pas fait de donation partage, car le rapport, il s'effectue au jour du décès, du bien au jour de la donation, en fonction de ce qu'il est devenu. Donc, comme le dit très bien Florence, si c'est des crypto-monnaies qui ont été acquises au moyen de ces fonds et qu'elles ont fait x20, eh bien, c'est 20 fois la valeur que devra rapporter. Ce n'est pas un chèque que va faire la personne, c'est qu'effectivement, c'est une opération mathématique, on ramène la somme et c'est repartagé en parts égales. Et ça, la plupart de nos concitoyens ne le comprennent pas forcément, ils ne l'admettent pas forcément, puisqu'ils ont donné la même somme au même moment. Et ça, c'est une vraie difficulté, mais quelque part qui a du sens dans l'esprit du Code civil, puisque l'idée, c'est que si c'était les donateurs qui avaient gardé les fonds et qui avaient fait ces investissements, eh bien, les enfants en part égale les retrouveraient dans leur patrimoine. Donc, l'idée, c'est juste de reconstruire le patrimoine tel qu'il aurait dû être. Pour l'éviter, il faut faire un acte très particulier, une institution contractuelle admise et qui n'est pas connue dans tous les pays, c'est le donation-partage qui interdit le rapport, pour le meilleur et pour le pire d'ailleurs, parce qu'on peut parfois le regretter. Vous donnez à vos enfants 100 000 €, l'un achète, parce que tout à l'heure, on dit 35. On peut donner ce qu'on veut aux enfants. Simplement, le seuil fait qu'à un moment donné, il y aura des impôts. Mais on donne ce que l'on veut. Et après, il y a une fiscalité. Et après, ça engendre ses comptes au moment du décès. Sauf la donation partage qui va, comme le dit très bien Florence, être soit égalitaire de principe, mais elle peut être aussi inégalitaire. Et là, elle va figer les valeurs, éviter les comptes pour le meilleur et pour le pire, parce que parfois, on peut le regretter en disant, mais moi, j'ai été investir dans une maison qui dans un secteur finalement sinistré, alors que mon frère il a acheté un appartement à Paris et qu'il a fait x10, eh ben, il n'y aura pas de compte. En revanche, à l'inverse, ce qui est un peu frustrant d'une donation partage, c'est quand, j'ai vu ça souvent, c'est à une certaine époque où les gens donnaient des terres agricoles
et donner la maison à un appartement à Paris et puis des terres, enfin un appartement, on va dire, dans la commune d'à côté et puis des terres. Et c'était des terres agricoles, mais elles sont devenues à bâtir. Ce qui fait que celui qui a reçu la maison dans le village d'à côté, ben, il est resté à peu près à la même valeur. En revanche, celui qui a reçu des terres agricoles, il a reçu 40 hectares en terres agricoles, il y en a 20 qui deviennent à bâtir. Ben, là, ça a figé les valeurs et on ne refait pas les comptes. Donc, celui qui a reçu la maison, il se sent lésé par rapport à celui qui a reçu des terres agricoles qui avaient la même valeur que la maison quand on lui avait donné les 40 hectares, mais aujourd'hui, qui ont fait multiplié par 10 ou par 15 ou par 20. Et là, il y a une inégalité. Alors, c'est toujours frustrant. Alors, c'est bien, ça fiche les valeurs. D'un côté, c'est bien. Et puis, parfois, ça a tendance à… Enfin, celles qui ont été faites, les donations partage qui ont été faites il y a 30 ou 35 ans, qui aujourd'hui, on les retrouve dans les successions. On a quelques petites difficultés à faire comprendre aux héritiers que les valeurs ont été arrêtées et c'est terminé. De même que ce n'est pas bien de ne pas indiquer les vraies valeurs des biens et pas dire je donne à chacun 100 000, donc un appartement ça vaut 100 000, une maison à l'île de Ré ça vaut 100 000, etc. Parce qu'au bout du compte, on crée des frustrations entre les enfants. Donc, dans la volonté de vouloir faire plaisir à tous les enfants, parfois, on peut se retrouver en difficulté au moment du décès et rompre l'égalité qu'on avait souhaitée ou qu'on avait imaginée. Juste un bémol, parce que bien sûr, Florence, moi je partage complètement. On a tous cette expérience-là. Et pour autant, imagine qu'il n'y ait pas eu de donation, que les parents aient gardé ça, que les enfants se répartissent la ferme au moment du décès, que les enfants se répartissent la ferme et les terres. Et 10 ans après, mais bien longtemps après le décès, il peut y avoir la même problématique. Oui, tout à fait. Une fois que c'est partagé, c'est partagé. En fait. C'est partagé. Oui, je suis d'accord, mais c'est vrai que quelquefois, enfin, la petite expérience que j'ai, quelquefois, il y en a qui sont un peu frustrés parce qu'ils trouvent que ce n'est pas très juste. Voilà. Mais la donation simple, elle est encore plus dangereuse. Je veux dire qu'elle est encore plus injuste. Là, Florence, vous nous citez un exemple effectivement extrême. C'est pas de chance, quoi. Mais je veux dire, c'est pas la volonté des parents. Mais dans une donation simple, le problème, c'est qu'il y a quelque chose je veux dire que le plus flambeur, par exemple, peut c'est pas très moral, peut mieux s'en tirer au moment où on met les comptes à l'heure de la succession. Oui, bien sûr. C'est très dangereux de rester en donation simple. Si on veut conserver l'égalité entre les enfants, c'est très dangereux. En revanche, on n'a pas forcément toujours les moyens de faire une donation partage dès le départ. C'est-à-dire qu'on n'a pas forcément les moyens ou les enfants n'ont pas les mêmes besoins, comme le disait, je ne sais plus quelle question. Les enfants n'ont pas toujours les mêmes besoins. Donc, souvent, on fait des donations simples. Et puis, au moment, on va dire qu'on fait une donation simple au premier enfant, au deuxième enfant, et puis au troisième enfant qui a fini ses études, là, on se dit, tiens, on va lui faire la même donation qu'aux autres. C'est à ce moment-là, on fait ce qu'on appelle une donation partage dans laquelle on réincorpore les donations qu'on a faites avant. Donc, il y a toujours moyen de revenir sur les choses pour rétablir l'égalité et figer les valeurs. Néanmoins, ce qu'on aura donné, je prends un exemple, je donne à ma fille 100 000 euros pour qu'elle achète son appartement. L'appartement valait 100 000, aujourd'hui il faut 200 000. J'avais donné à mon fils 50 000, il est parti faire des voyages. Et puis, je donne à mon troisième enfant 100 000. Donc, je lui dis, aujourd'hui, je vais rapporter. Ma fille à qui j'ai donné 100 000 va devoir rapporter la valeur au jour où je refais ma donation partage, où je réincorpore dans ma donation partage. Donc, il faut faire très attention quand même. Donc, il faut faire les donations partage quand on fait des réincorporations assez rapidement, dès qu'on a mis en place les premières donations. Mais on peut toujours se rattraper. Ce n'est pas parce qu'on a fait une donation simple qu'on ne peut pas ensuite faire une donation partage en la réincorporant dans la donation partage. Dominique peut peut-être éclaircir parce que je suis peut-être un peu confuse. Non, c'est clair. Non, c'est bien. Enfin, bon, après, moi, je te comprends très bien. Donc... Une question de Colette. Alors, là, c'est de l'immobilier, mais effectivement, on ne va pas parler uniquement de donation. Est-ce que je peux faire supprimer un droit de passage, sachant que le terrain de l'utilisateur du droit de passage n'est pas enclavé? Alors, le faire supprimer, ça me paraît un peu dur comme ça, sur le principe. Mais le droit de passage, il doit s'exercer à l'endroit le moins dommageable. C'est ce que dit le Code civil. Je ne l'ai pas sous le coude, mais globalement, c'est ce qu'il dit. Et donc, si la personne qui bénéficie du droit de passage parce qu'elle était enclavée peut passer par un autre endroit, elle n'est plus enclavée, ou en tout cas pas enclavée de la même façon, elle doit passer à l'endroit le moins dommageable. Donc, on peut demander à modifier l'assiette du droit de passage. Dominique, non?
Non, oui, très bien. Ça Non, le t'empêche. droit de passage, oui. Alors, ça a été conventionnellement défini. Alors, le principe, c'est qu'effectivement, ça c'est légal. La loi prévoit un droit de passage pour les parcelles enclavées. Et effectivement, à l'endroit le moins dommageable. Mais après, un droit de passage, ça peut faire l'objet d'une convention et d'un accord. Cet accord, il a force de loi. Hein, en France, pays de droit continental, il faut savoir que c'est pour ça qu'il existe des notaires, hein, officiers publics ministériels, parce que nul n'est censé ignorer la loi, mais justement, on est là pour la rappeler, parce que l'accord que vont trouver les parties, il a force de loi et un magistrat doit plier devant, ce qui est profondément différent du monde anglo-saxon. Donc, ce que je veux dire, c'est que l'accord, il peut être différent. Mais une fois qu'il a été trouvé, par contre, on ne peut pas modifier l'accord tout seul. Non. C'est aussi un peu parfois le problème qu'on rencontre dans nos offices. Mais moi, je veux un accord à mes conditions. Bah oui, sauf qu'un accord, ça se négocie, ça se traite, et chacun a sa légitimité. Il faut être capable de les mettre en présence. Ouais, il faut au moins 2 dans un accord, effectivement. C'est mieux. Alors, une question incomplète de Chantal, mais elle est intéressante parce que ça permet de reparler des legs par testament. La question commence par à quoi s'expose-t-on si l'on reçoit un legs par testament? Mais après, silence radio, donc un legs par testament, on peut peut-être, parce que ça fait aussi partie de nos priorités de ce soir, ça consiste en quoi et on s'engage à quoi d'un côté comme de l'autre? Florence? Alors, donc le legs, c'est forcément par testament en fait. On fait une donation quand on est vivant et on fait un legs pour après notre décès, et le legs se fait par l'institution testamentaire. Juste, Laurent, j'en profite, alors je t'embête 2 secondes. La donation entre époux, il faut juste faire attention. Donation, parce qu'on parle de donation entre époux, et c'est une sorte de testament accepté. Oui. Parce que la donation entre époux, elle porte sur les biens existants au décès, elle n'est pas sur les biens. Et ça entretient parfois la confusion. Voilà, D'accord. Alors, je crois qu'elle a été complétée, la question Oui, de Chantal. Chantal nous dit sans lien familial d'aucune sorte. Merci, Voilà. Chantal. Oui. Donc, on peut être bénéficiaire d'un legs sans avoir de lien avec la personne qui est décédée, qui nous a fait cette faveur. Ce qu'on va recevoir va être taxé à 60% si on n'a aucun lien avec la personne. C'est un petit peu embêtant. Ça coûte cher, mais ça, c'est pas très grave. Après, ça peut être pris en charge par la succession, parce qu'on peut prévoir que le legs sera libéré, libre de charges et de droits. Donc, ça veut dire que c'est les héritiers qui vont devoir payer les droits et libérer le legs. Par exemple, on reçoit un appartement, on doit l'avoir sans payer les droits. Et c'est la succession qui va payer les droits. Donc ça, c'est possible. Donc, il peut y avoir un impact fiscal. Et après, si ce qu'on a reçu par testament dépasse ce qu'on appelle la quotité disponible, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, une personne décède, elle a des enfants, elle a ce qu'on appelle des héritiers réservataires, donc elle doit transmettre une quote-part obligatoirement à ses enfants. Et cette quote-part, en fonction du nombre d'enfants, elle va être, si on a un enfant, on doit transmettre au moins la moitié de son patrimoine à son enfant, l'autre moitié, on en dispose au profit de qui on le souhaite. Si on a 2 enfants, chacun des enfants doit recevoir un tiers, et on dispose d'un tiers au profit de qui on souhaite. Et si on a 3 enfants et plus, on peut disposer d'un quart de son patrimoine au profit de qui on souhaite. Si on prend le cas de Chantal, qui a reçu un appartement, si cet appartement dépasse cette fameuse quotité disponible dont bénéficie le testateur, à ce moment-là, son legs va être réduit, c'est-à-dire qu'elle ne va pas pouvoir exercer son legs sans restituer une quote-part financière aux héritiers réservataires pour qu'eux puissent recevoir leurs réserves entièrement. Voilà. Très bien. Oui, Dominique, non? Oui, c'est vrai que là, on se lance dans ce calcul de quotité disponible, et certains héritiers, essentiellement les descendants, qui ont cette réserve héréditaire, ce droit qu'il est compliqué d'expliquer à nos concitoyens, qui existe, puis que le Code civil existe parce que Napoléon il était à l'œuvre, donc il fallait que les femmes qui nous survivent ne prennent pas tout, il fallait que les enfants soient prioritaires. Et donc, même tellement prioritaires qu'ils aient un droit irréductible à une partie du patrimoine. Ce droit irréductible se calcule sur les biens existants, mais parfois il y a une confusion. Biens existants, ce n'est pas que les biens qui existent au décès, c'est aussi tout ce qui a été donné du vivant, c'est ce que j'ai essayé d'expliquer tout à l'heure. Ce calcul de pourcentage s'effectue sur le tout, et il faut savoir qu'il y a une réforme, la 23/2006, qui a été fondamentale, c'est que cette réserve héréditaire, et moi je ne partage pas toujours l'avis des plus grands spécialistes de mes profs de fac en la matière, je pense que c'est une vraie réforme fondamentale, que cette réforme de la réserve, parce qu'aujourd'hui, elle n'existe plus qu'en argent. Cette réserve. Alors certes, c'est un pourcentage, mais aujourd'hui, on peut finalement faire ce qu'on veut de ces biens. Ça engendrera des comptes financiers et que des comptes financiers.
Si je suis violemment caricatural, j'espère ne pas trop choquer, mais imaginons que je sois marié, que j'ai 3 enfants et que j'ai une compagne que personne ne connaît et je fais un testament en disant je laisse tout à ma compagne. Cette compagne, à mon décès, viendra, mettra tout le monde dehors, le conjoint, qui n'est pas héritier réservataire, les enfants qui auront levé le doigt en disant mais moi ma réserve et qui n'auront droit qu'à un chèque. Et ça, c'est pour moi, révolution. Et cette réserve héréditaire, effectivement, elle existe toujours et on sait aujourd'hui, on a du mal à cerner est-ce qu'elle est alimentaire, pas alimentaire, il y a tout un débat là-dessus. Voilà. Mais par testament, c'est compliqué de dire, et on le lit trop souvent, et notamment on profite pour une insertion, hein, on voit les donations au bout de 15 ans sont oubliées. Ça, c'est une analyse fiscale, c'est pas une analyse civile. Si j'ai donné à mes enfants il y a 50 ans un bien, même si je l'ai déclaré fiscalement, il sera complètement oublié fiscalement, mais civilement, il sera rapporté 50 ans après. Et il donnera lieu à des comptes civils. Et ça, c'est trop souvent oublié parce qu'on lit beaucoup de choses et qu'effectivement, il faut un peu de technicité. Il faut toujours aller voir nos confrères et consoeurs pour se poser, pour dire, mais voilà, qu'est-ce qui se passe en la matière. Et donc, voilà, donc cette réserve héréditaire, elle est assez compliquée à expliquer. Elle engendre des comptes. Et d'ailleurs, notre obligation vient d'être renforcée, hein, tout récemment. On va devoir, quand on ouvre une succession depuis le 1er novembre, informer individuellement tous les héritiers réservataires de ce qu'est leur réserve, quitte d'ailleurs à alimenter un conflit en famille. Quel est l'objectif de cette disposition? Je ne sais pas, mais en tous les cas, j'espère que ça va bien se passer. La simplification. Ah oui, mais dans les familles qui s'entendent bien, où les enfants disent mais moi de toute façon je veux tout laisser à maman, on va devoir leur dire mais vous êtes sûr, vous voulez vraiment tout abandonner. Ça, dans certaines situations, ça peut créer du conflit. Je suis médiateur professionnel et malheureusement, je ne suis pas sûr que ce soit un bon moyen de renforcer la réserve. Alors pour celles et ceux qui nous rejoignent, je rappelle que la semaine prochaine, il y a la Semaine nationale de l'immobilier et donc 2 conférences, débats comme celle-ci sont prévues le mercredi 15 et le jeudi 16 de 17h à 18h. Je dis ça pour ceux qui sont frustrés du fait qu'on ne parle pas beaucoup d'immobilier, mais beaucoup de donations. Mais en tout cas, c'était l'ordre du jour. Hein, donc voilà. D'ailleurs, une question de Michel sur les donations. Elle voudrait que l'on fasse le point sur, non pas ce qu'on peut donner, mais sur, vous savez, ce qu'on appelle les donations Sarkozy, les autres donations, etc. Bref, il y a des donations d'argent, des donations qui sont uniquement qu'en argent, des quantités qu'on peut donner qui sont différentes. Bref, si vous pouviez l'un et l'autre faire le point, ça permettra à tout le monde de comprendre parce que c'est pas très simple. Je sais pas, on commence par Florence, on commence par Dominique. Comme Dominique veut. Comme tu veux y aller, Florence. Alors, donc, on peut faire des donations aujourd'hui de n'importe quoi à hauteur de 100 000 euros par enfant et par parent. Ça, c'est la base. On peut également faire des donations, en plus de ces 100 000 euros, de 31 865 euros, toujours tous les 15 ans, à ses enfants ou à ses petits-enfants. Mais à condition qu'on ait au maximum 80 et que l'enfant à qui il en donne, petit enfant, soit majeur. Donc, c'est conditionné. On a les 100 000, il n'y a pas de condition. On a les 31 865 euros, il y a les conditions. Tout ça, ça peut être fait tous les 15 ans. Il y a d'autres dons qui peuvent être faits. Il y a d'autres abattements qui existent, notamment en matière de transmission d'entreprise, où là, on peut transmettre avec des abattements de même nature, mais avec des réductions d'impôts plus importantes qui nécessitent un engagement. Mais ça, c'est en matière d'entreprise et on peut donner à ses propres enfants. On peut également donner à ses salariés. D'accord? Tout ça étant conditionné. On a possibilité également de donner des immeubles qui ont été construits neufs. Alors, les dates, c'est entre 94 et 96, je crois, à condition qu'on n'ait pas bénéficié des abattements, des exonérations prévues à l'époque. Mais grossièrement, il n'y a plus énormément de capacité. Alors, on peut aussi donner à ses neveux et nièces quand on n'a pas soi-même des enfants, et on peut donner les 31 865 euros. Pareil. Ouais. Mais ça, qu'on n'ait pas d'enfants soi-même. Voilà. Donc, oui, il y a tout un historique. Une fois de plus, je reviens sur cette évolution, enfin, cette instabilité fiscale qui fait que, aujourd'hui, il y a une stabilité depuis 2012. 100 000 euros, comme le dit très bien Florence, par parent, par enfant.
160 000 € quand on a un handicap qui nous interdit de travailler normalement, 31 865 € aux petits-enfants, et le 31 865 €, somme d'argent spécifique, c'est un petit peu la pérennisation du dispositif Sarkozy, qui lui a été un one-shot dans les années 2004-2005, sur des sommes. Celui-ci, il a été complètement oublié. Mais le 790G du Code général des impôts a instauré ce 31 865. Moins de 80 ans à plus de 18 ans, on transmet une somme d'argent, c'est nécessairement une somme d'argent, avec tous les effets civils qu'on a exposés. Ça fonctionne et pour les enfants et les petits-enfants en somme d'argent. C'est-à-dire que les petits-enfants, ils ont 31 865 € d'abattement, plus 31 865 € de somme d'argent. Voilà. Combien de temps ça va durer, ça, on ne sait pas. Après, il y a d'autres abattements qui existent, frères, sœurs. Il y a un abattement spécifique entre époux quand on donne entre vifs. Alors, qui est très rare, hein, 31 000, qui est 81 000. 80 000. Idem pour les copartenaires de PACS, si ma mémoire est bonne. Alors, eux, ils sont exonérés de droits de succession. Donc, d'ailleurs, on se demande pourquoi on va se mettre à payer des droits de donation, puisqu'on ne paie pas de droits de succession. Enfin bon, il y a une logique là qui peut un peu nous échapper. Voilà, donc je ne sais pas si je pense qu'on a peut-être des choses à rajouter. On a les mutilés de guerre, on a les sapeurs-pompiers. Il n'y a plus de réduction. Dans le temps, il y avait des réductions d'impôts selon l'âge, par exemple. Il n'y a plus ces réductions d'impôts. Mais la meilleure transmission, c'est celle quand même en démembrement de propriété, comme on l'a dit tout à l'heure, avec la nue propriété, et on conserve l'usufruit. Et plus on donne jeune, et plus on conserve l'usufruit quand on est jeune, et plus le gap est important. Parce que si on donne un bien qui vaut 100 quand on a 45 ans, en fait, on donne sur une base de 40. Alors que si on donne, parce que notre usufruit vaut 60%, si on donne à 82 ans, on donne sur une base de 80%. Donc, plus on donne jeune, en se réservant l'usufruit, plus on optimise la possibilité d'être exonéré de droits sur les biens qu'on a transmis en nue propriété. Attention, on n'a pas parlé non plus des donations d'usufruit. On peut aussi envisager des stratégies de donation d'usufruit quand on est bien fiscalisé à l'impôt sur le revenu pour pendant 10 ans transmettre un flux de revenus à ses enfants, par exemple. Du coup, notre impôt sur le revenu va baisser. Et du coup, à l'IFI, si on a un patrimoine immobilier important, l'intégralité du patrimoine immobilier soumis à cet usufruit va sortir du champ de la fiscalité pour basculer dans le champ de la fiscalité de nos enfants. Ça aussi, ce sont des choses qu'on peut concevoir, qu'on peut imaginer, qui ont du sens, beaucoup de sens, et pour soi et pour ses enfants. Voilà, donc c'est la même base de taxation, avec la même… voilà, là, c'est simplement l'usufruit qui va être évalué, et un usufruit temporaire s'évalue d'une certaine façon, puisque bien évidemment, il va cesser au bout des 10 ans. Et quand on a des enfants avec un handicap et qui peuvent bénéficier effectivement des abattements de 159 000 €, il faut vraiment voir son notaire, parce que quand il y a d'autres enfants, il est toujours intéressant de monter de la stratégie pour avoir un complément de revenu. Donc, ce que disait Dominique très justement, de lui donner de l'usufruit pour que les enfants, les autres enfants récupèrent la nue propriété et n'aient pas la charge financière de l'enfant handicapé qui a, lui, besoin de revenus pendant le cours de sa vie, et qui, au moment de son décès, il n'aura peut-être pas d'enfant, il n'aura pas besoin de transmettre. Donc, plutôt que de transmettre à ses frères et sœurs, autant passer directement des parents vers les enfants, mais tout en maintenant une égalité pour donner des revenus à l'enfant qui souffre d'un handicap ou qui a une difficulté et qui a besoin de revenus. Alors, une question, j'allais dire, coquine et récréative de Robert. On peut donner en douce, sans déclaration, jusqu'à combien cela est-il toléré? Vite, dites-nous tout. On ne peut rien donner en douce. Ce qu'on disait tout à l'heure, c'est en fonction de son patrimoine. On peut donner… ce que disait Dominique, à partir du moment où ça correspond à quelque chose de pas très élevé par rapport à son patrimoine, il n'y a pas de problème. Quelqu'un qui a, comme disait Dominique, quelqu'un qui gagne 50 000 € par mois, qui donne 5 000 € à ses enfants à Noël, il a besoin de le déclarer. En revanche, quelqu'un qui gagne 2 000 € par mois, s'il donne 2 000 € à ses enfants à Noël, ça commence à faire beaucoup. Donc, c'est une appréciation… voilà. Et puis, il y a des moments importants dans la vie. Donc, si on a un examen, on a son diplôme, on part en voyage, voilà. Ouais. On peut avoir une aide. Il faut voir aussi qu'il y a une aide alimentaire que les parents peuvent donner. Ça peut être compris dans tout ça. Hein. Et puis, les parents peuvent… Ça, on en a parlé d'ailleurs. C'est toutes ces donations indirectes qui existent, parce qu'il y a la donation par acte,
contrat de donation, mais il y a aussi les dons manuels, les donations indirectes, les donations déguisées, qui sont des donations, qui ont des effets fiscaux pas forcément favorables en matière de donation déguisée, mais qui ont des effets comme, par exemple, si on loge un de ses enfants gratuitement, il y a tout un débat là, aujourd'hui qui agite le Landerneau, et notamment la Cour de cassation, qui a un peu de mal là-dessus sur est-ce que c'est une libéralité, pas une libéralité, est-ce que c'est une aide? Et là, on a ouvert la boîte de Pandore et c'est compliqué. Donc ça, il vaut mieux se mettre autour d'une table avec un notaire pour faire de l'architecture juridique et éviter les conflits. Ça, c'est certain. Autre question d'Emmanuel. J'ai un frère et une sœur. Puis-je refuser un héritage au profit du frère, donc, ou de ma sœur? Que se passe-t-il pour celui qui ne reçoit pas ma part? Quand on renonce à une succession, on renonce pour le tout. On ne renonce pas au profit d'une personne. Donc, si j'ai un frère et une sœur, que je préfère ma sœur, et si je refuse en disant je veux que ce soit ma sœur qui hérite de moi, ça ne va pas être possible. Il va falloir s'organiser avec les parents pour dire je tiens à ce que vous donniez vous léguiez la quotité disponible à ma sœur et vous renoncez au bénéfice de la succession, et votre sœur aura les 2/3 et votre frère aura 1/3, mais un quart, et puis votre sœur le reste. Mais non, on ne peut pas renoncer au profit d'une personne choisie. En fait, oui. En fait, traditionnellement, moi je suis un très vieux, donc moi j'ai appris ça. Il y a les renonciations translatives et abdicatives, en fait. Ouais. Donc l'abdicative, effectivement, on renonce point barre et on n'y est plus. Translative, c'est qu'on renonce, en fait, on renonce rien du tout, on prend et on transmet. Et là, on a hérité. Et là, c'est une renonciation en faveur, une favorable, et celle-ci, c'est exactement ce que dit Florence, donc c'est pas de la renonciation, ça. Il vaut mieux en passer par un aménagement avec les parents sur un testament. Alors, une question d'Hervé. On arrive d'ailleurs quasiment à la fin de notre entretien, donc ça demande, j'allais dire, d'être concis, encore que la question est compliquée, puisque est-ce que l'assurance vie, c'est finalement une donation? L'assurance vie, ce n'est pas une donation. L'assurance vie, c'est avantager quelqu'un en dehors du cadre successoral, on va pouvoir dire ça. Enfin, Dominique, tu m'arrêtes, vraiment. Non, mais on avantage quelqu'un en dehors du cadre successoral avec une fiscalité qui est avantageuse. Elle est plus ou moins avantageuse parce que, en faisant simple, tout ce qui a été prime versée après le 70e anniversaire, il n'y a que 30 500 € d'abattement. Tout ce qui a été versé avant le 70e anniversaire, il y a 152 500 € d'abattement. Et on est taxé, quoi qu'il arrive, pour les primes versées avant le 70e anniversaire. On peut le transmettre à qui on veut. Un contrat d'assurance vie, on peut le transmettre à qui on veut. Mais il ne faut pas, là pareil, il ne faut pas que les primes qui aient été versées sur le contrat d'assurance vie soient manifestement excessives par rapport au patrimoine de la personne qui est décédée. Sinon, les héritiers qui sont lésés par la transmission du contrat d'assurance vie à une autre personne, donc on va prendre un cas caricatural. Monsieur était marié, il avait deux enfants et il avait une maîtresse à qui il a légué 500 000 € de contrat d'assurance vie, mais il n'avait qu'un appartement qui en valait 400. Non, il a vendu son entreprise, il a tout mis sur un contrat d'assurance vie et il a mis sa maîtresse bénéficiaire. Forcément, là, on risque d'aller en justice, les héritiers risquent d'aller en justice pour faire déclarer par le juge que les primes versées ont été manifestement excessives par rapport au patrimoine de la personne. Mais ce n'est pas une donation, c'est une transmission sui generis, entre guillemets. En fait, l'assurance vie, c'est une mécanique particulière qu'on appelle la stipulation pour autrui. Finalement, quand on souscrit une assurance vie, on se dépossède de son patrimoine, on le remet à l'assureur quand on est le propriétaire, et on dit à l'assureur, voilà, si je suis en vie à échéance, vous allez me le placer sur tel produit, vous me remettrez ce que l'argent sera devenu en fonction de mes placements. Et si je décède dans l'intervalle, ça va revenir au bénéficiaire que j'ai désigné. Et on a un code des assurances qui prévoit très clairement que cette mécanique échappe justement à la réserve héréditaire, ce qui est très, très étonnant pour nous juristes notaires. D'ailleurs, on a beaucoup de problèmes avec les assureurs là-dessus parce qu'on veut nous connaître les primes, parce qu'on veut les révéler aux héritiers, parce qu'on considère que ça fait partie d'un droit d'ordre public qui est la réserve, et on a parfois du mal à obtenir ces informations. En fait, c'est simplement, il y a des textes parfaitement adaptés pour dire que ça échappe à la réserve et que dans la réalité, ça c'est au nom de l'aléa de la remise des fonds, mais l'aléa, il n'y en a pas. Les capitaux, ils existent. Soit je les garde, soit ils vont aux héritiers. Il n'y a aucun aléa. L'assurance décès, elle est aléatoire.
je verse de l'argent pour rembourser à mon assureur pour rembourser mon prêt, je décède, c'est soldé, et puis si au bout de mon remboursement, je suis en vie, j'ai tout perdu. Ça, c'est ça, Yann, d'ailleurs. La Cour de cassation belge, d'ailleurs, ne s'y est pas trompée. Alors que notre Cour de cassation, elle veille à ce que ces contrats, parce qu'effectivement, il y a une richesse phénoménale qui est là concentrée. On peut transmettre des sommes très importantes par assurance vie à condition d'avoir fait au gré de ses revenus, de façon modérée. Mais comme le disait très bien Florence, le one shot, je vends un bien, je le place en assurance vie, ça peut être manifestement exagéré. Et on a de vrais problèmes pour savoir, effectivement, pour avoir ces informations-là et pour informer les héritiers, parce que ce n'est pas à nous, une fois de plus, de décider. On rappelle les textes et après, aux parties, on peut les amener à essayer de concilier et après, à elles de trouver une issue. Et il faut reconnaître qu'il y a une fiscalité avantageuse au niveau des assurances vie. Avant 70 ans, on a une fiscalité de 152 500 € exonérée au titre de ces contrats qui est quand même très intéressante et qu'il faut utiliser. Ça, d'un point de vue fiscal, c'est certain qu'il y a un intérêt à avoir des contrats d'assurance vie. Pour autant, au regard de la réserve héréditaire, ça nous a toujours posé des problèmes. Alors n'hésitez pas à prendre conseil auprès de votre notaire pour respecter les justes proportions et faire en sorte que les bonnes intentions ne se transforment pas en enfer. Alors pardon à Emmanuel et à Jean-Michel parce qu'on est obligé d'arrêter à 19h et on ne pourra pas répondre à leurs questions, en tout cas cette fois-ci. Toutefois, je voudrais rappeler deux choses. D'une part, encourager ceux qui assistent donc à ces conférences, consulter le site de Notaire du Grand Paris. Vous verrez qu'il y a énormément d'informations qui vous permettent de trouver déjà les réponses ou les prémices des réponses et en tout cas de vous orienter. C'est un site bien sûr qui est tenu par les notaires avec la rigueur qui s'impose. Et je voudrais rappeler aussi la semaine nationale de l'immobilier, c'est la semaine prochaine, avec le même système de questions que vous pourrez poser les mercredi 15 et jeudi 16, et il sera répondu bien évidemment par les notaires à vos préoccupations, cette fois-ci davantage immobilières. Il ne reste plus qu'à remercier Florence et Dominique de s'être prêtés à cet exercice qui n'est pas simple de répondre, j'allais dire, sans joker, allons-y, et parfois sur des questions qui méritent effectivement d'être plus précises. Donc c'est l'occasion de dire que n'hésitez pas à vous rendre chez un notaire, le vôtre, un autre, vous choisissez comme vous voulez, pour bien avoir la solution à votre problème. Il n'y a pas d'à peu près, ça n'existe pas, il n'y a pas de recette de cuisine, et généralement les recettes de cuisine, ça ne fait pas de la bonne gastronomie, donc fiscale et civile. Donc n'hésitez pas, les notaires sont là pour ça, utilisez-le. Voilà, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, comme on disait avant, bonsoir, merci d'avoir assisté à tout cela, merci aux deux notaires, et puis on se retrouve. Merci à tous. Absolument, merci à tous. Bonne soirée, merci. Au revoir. Donc.